Édition spéciale, messieurs et dames, pour vous qui nous suivez de partout à travers le monde, bonjour à toutes et bienvenue sur les antennes de CML13 Télévision pour suivre cette émission, édition spéciale avec un invité spécial. Tout au long de cette émission, on va revenir sur la question du dialogue en République démocratique du Congo. Oui, jusque-là, c'est à la une, le président Tshisekedi qui lui, il y a 2 jours, était encore en Angola pour parler avec son homologue angolais Joao Lourenço, justement, mais aussi avec l'ancien président nigérian. Il est rentré ici au Congo. On parle des opposants qui doivent aller au niveau de Luanda sous l'invitation du président angolais, justement, pour la préparation du dialogue, même si il y a des hésitations. Aujourd'hui, on accuse le président Tshisekedi de refuser catégoriquement l'organisation du dialogue. Vous avez suivi même les communiqués officiels de Sauvons le Congo, cette organisation créée par l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange. Mais quel est l'avis de notre invité aujourd'hui avec son parti politique, Alliance pour les changements, du président Jean-Marc Abound, qui revient de l'Europe où il a visité quelques pays, il a organisé quelques conférences là-bas justement pour sensibiliser les Congolais se trouvant du côté de l'Occident. Quel était l'objectif principal de ces déplacements du président Jean-Marc Abound? On en parle aussi dans cette émission, mais aussi on va revenir sur ces débats aujourd'hui. Qui sont les vrais lumumbistes dans notre pays? Parce que tout le monde se réclame être lumumbiste. Moi je suis lumumbiste, moi je suis lumumbiste. Quelle est la philosophie de lumumbiste? Comment doit se comporter un lumumbiste? Est-ce que c'est là aujourd'hui qui se réclament d'être lumumbistes? Sont-ils les vrais lumumbistes? On en parle avec Maître Arnold Bombolo. Il est le directeur du cabinet adjoint en charge des questions juridiques du président Jean-Marc Abound, président du parti Alliance pour les changements, cadre de ces partis politiques, mais aussi juriste des formations. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser sur ces thématiques que j'ai énumérées au rythme de cette émission, et surtout avoir l'opinion de leur parti politique en ce qui concerne les actualités de l'ère. Bonjour maître et bienvenue dans cette édition spéciale. Bonjour et merci cher Roland pour votre invitation. Je présente mes salutations au peuple congolais. Je présente également mes salutations les plus chaleureuses à ma population de mon territoire de Ingende, dans la province de l'Équateur, qui est ma base naturelle. J'ai dit bonjour au président national du parti politique Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Abound, puis notre président national, ainsi que le président de la coalition de la gauche congolaise. Je présente également mes salutations à tout le personnel de la chaîne CML13. Merci beaucoup, Maître Arnold. Une fois encore, plaisir pour moi de vous retrouver dans cette édition spéciale. D'entrée de jeu, on commence d'abord avec votre parti politique, Alliance pour les changements, le président Abound qui revient d'une tournée au niveau de l'Occident, au niveau de l'Europe. Quel était l'objectif de cette tournée aujourd'hui? Comment se porte votre parti politique avec son autorité morale? Le parti se porte très bien. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, le président vient de restructurer encore le parti. Il a nommé un nouveau secrétaire général ainsi que quelques animateurs des organes nationaux du parti, et aussi le Conseil politique national qui est un organe législatif au sein du parti a connu un nouveau président à sa tête après les élections au sein de cet organe, parce que nous, les présidents, ne nommons pas un président du Conseil national politique. Le président du Conseil national politique, du Conseil politique national plutôt, est élu par ses pairs. Ils sont appelés les conseillers nationaux, communément appelés les honorables, parce que nous, on est en train de travailler comme un État. Nous avons un pouvoir exécutif au sein du parti qui est bicéphale, c'est-à-dire le président du parti ainsi que le secrétaire général. Ce sont eux qui gèrent l'exécutif au sein du parti, et le secrétaire général et les gestionnaires au quotidien du parti. Après le comité exécutif, nous avons le Conseil politique national. C'est un organe législatif et de contrôle au sein du parti. Et nous avons aussi la commission de discipline qui est comme le pouvoir judiciaire. Donc nous fonctionnons comme un État.
Parce qu'on ne peut pas prétendre Alliance gérer... pour le changement fonctionne comme un État. Oui, parce qu'on ne peut pas prétendre gérer demain la République sans pour autant apprendre la gestion du pays au sein des partis politiques, au sein de notre parti politique. Vous savez qu'il n'y a pas une école où on apprend la gestion d'un État, où on apprend comment devenir président de la République, si ce n'est qu'au sein du parti, à part nos formations respectives académiques que nous venions avec au sein du parti. Mais néanmoins, là où on vous apprend, on vous donne des ambitions politiques, c'est au sein du parti. Et voilà pourquoi le président Jean-Marc Kaboun, dans cette vision-là, parce qu'il compte gérer le pays autrement demain, il a institué ces partis politiques à l'Alliance pour le changement pour enfin donner les oufs, des soulagements au peuple congolais, parce que nous voulons gérer le pays autrement. Partant de son voyage, son dernier voyage de la Belgique, vous savez, depuis que le président du parti est sorti de la prison, Santa de Makala, il n'avait jamais effectué un voyage. C'est quelqu'un qui voyage rarement, Président Kaboun, comme dans la philosophie de Kabila. Non, président Kaboun, c'est un interniste. Lui n'est pas extériste. Ah bon? Les extéristes sont connus. Qui? Monsieur Tshisekedi, c'est un extériste. Lui préfère rester. Il part faire la diplomatie agissante. Non, il ne part pas pour faire la diplomatie agissante, parce que la diplomatie agissante a ses mécanismes ainsi que sa faisabilité. Vous voyez, il y a un ministre des Affaires étrangères. C'est à ces ministres-là qui gèrent au quotidien la diplomatie du parti. Et le président ne gère pas au quotidien la diplomatie du parti. Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit, lorsqu'il faut signer un accord, là, c'est le président de la République qui signe. Voilà pourquoi il est appelé le garant. Parce qu'il nous garantit quant aux accords internationaux. Mais lui maintenant confond son rôle comme président de la République avec tous ces voyages-là. Donc vous allez vous rendre compte que Kaboun, c'est un interniste. Parce qu'il doit s'asseoir au Congo, il doit comprendre les méandres, les dangers de la politique et aussi trouver des solutions pour que le peuple congolais soit satisfait. Alors, le président Jean-Marc Kaboun était parti pour rencontrer les différentes fédérations extérieures du parti. Il a rencontré la fédération de la France, il a rencontré la fédération de la Belgique, il a rencontré plusieurs fédérations de l'Europe du parti, parce qu'il fallait aussi parler avec nos fédéraux de l'extérieur. Depuis qu'il est sorti de la prison, c'est seulement nous qui sommes ici au Congo, nous qui sommes ici à Kinshasa, qui bénéficions de ces disons de ses enseignements ainsi que de son engagement politique. Il était important que ceux qui sont à l'étranger également, membres du parti, puissent voir leur président. Alors le président était parti juste dans le cadre de rencontrer les fédérations de l'extérieur et parler avec toutes nos fédérations et demander aux fédéraux de continuer à implanter le parti même à l'extérieur du parti et à véhiculer aussi son message. Donc voilà un peu les contours de son voyage. Par rapport aux conférences, le président va rentrer d'ici là pour organiser les différentes conférences à l'étranger. Alors, au début de cette émission, vous dites que c'est au sein du parti politique que l'on apprend comment gérer, comment devenir président. Le président Tshisekedi, il a travaillé longtemps, bien longtemps, bien sûr ensemble avec le président Jean-Marc Kaboun, au sein de l'UDPS, avec Papa Etienne. Pensez-vous que lui aussi, il a reçu des enseignements au sein de l'UDPS en ce qui concerne la gestion d'un pays ou bien comment devenir président de la République? Non, vous savez, l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir, c'est un incident de parcours. Incident de parcours. Incident. En fait, président Tshisekedi en soi n'a jamais rêvé un jour de devenir président de la République. Président Tshisekedi en soi, en lui-même, n'a jamais rêvé de devenir président de l'UDPS. Alors, comme monsieur Tshisekedi, c'est un, comment dirais-je, enfant biologique d'Etienne Tshisekedi, était d'office militant de l'UDPS. En fait, Tshisekedi n'était pas à l'UDPS sur base de la conviction politique d'Etienne Tshisekedi, mais c'est tout simplement parce qu'il est né de cette famille-là, d'où il devient tshisekediste.
Contrairement avec le président Jean-Marc Kabound, qui n'est pas issu de la famille Tshisekedi, mais qui est convaincu du combat d'Etienne Tshisekedi. Et voilà pourquoi, lorsque Etienne Tshisekedi enseignait et formait, le président Tshisekedi n'était pas parmi les formés d'Etienne Tshisekedi. Ah bon? Président Tshisekedi habitait l'Europe, pendant qu'Etienne Tshisekedi enseignait ici à Kinshasa. Président Tshisekedi faisait autre chose en Europe, mais l'UDPS s'est battu ici au Congo. Donc, vous allez vous rendre compte que président Tshisekedi n'a pas reçu des enseignements comme les autres, comme des Moubake, comme des Mavungu, comme des Kabound, comme des Jacquemaine Chabani, parce que Jacquemaine a aussi reçu les enseignements d'Etienne Tshisekedi. Vous allez vous rendre compte que le président Tshisekedi en soi n'était pas quelqu'un qui a été formé par son père pour diriger ce pays, ni moins les succéder à la tête du parti. Mais lorsque Etienne Tshisekedi est décédé, c'était difficile de parler d'une autre personne, si ce n'est que quelqu'un de sa famille. Donc, c'était pratiquement impossible. C'était pratiquement impossible de prendre quelqu'un en dehors de la famille Tshisekedi et le placer à la tête du parti. Donc, c'était impossible. De surcroît, il fallait aussi présenter un candidat président de la République. Alors, comme les statuts de l'UDPS sont clairs là-dessus, un candidat président de la République doit être aussi président du parti. Donc, étant donné que le président Tshisekedi était déjà président de l'UDPS, après la mort de son père, il était obligé de se présenter à la magistrature suprême. Donc, Tshisekedi, comme je l'ai dit, n'était pas quelqu'un qui a été préparé pour gérer ne fût-ce qu'une petite commune. Là, je l'ai dit parce que nous voyons comment Tshisekedi est en train de naviguer à vue dans la gestion du pays. Parce que si Tshisekedi était ne fût-ce que préparé pour gérer la commune, ne fût-ce que la commune, il allait avoir ne fût-ce qu'une idée générale sur la gestion du pays. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui que Jacquemaine Chabani est parmi ces gens préparés par le président Etienne Tshisekedi pour gérer un pays? J'ai dit oui. Mais comment trouvez-vous... J'ai dit oui. Pardon, je vous relance. Comment trouvez-vous sa manière d'aujourd'hui de travailler comme ministre de l'Intérieur? Beaucoup l'acquisent aujourd'hui de ne pas être très compétent parce que depuis son arrivée, on parle de l'augmentation de l'insécurité à Kinshasa par rapport à ses prédécesseurs qui ont passé par ces ministères. Les choses n'évoluaient pas comme ça se passe aujourd'hui. Non, vous savez, je l'ai toujours dit. Tout nombre multiplié par Tshisekedi égale à 0. Même si vous êtes un monsieur très intelligent, dès lors que vous êtes avec Tshisekedi, vous êtes nul. Je ne comprends pas si ça devient une... en tout cas, je ne sais pas. Si vraiment Tshisekedi a une... Comment dirais-je? En tout cas, je cherche un mot facile. Là. Épidémie. Sinon, non, je risque d'utiliser un mot fort. En fait, Tshisekedi, c'est comme si quelqu'un qui n'avait pas reçu la bénédiction de son père avant son décès, oui. Je ne comprends pas. Vous savez que Jacquemaine Chabani a été secrétaire général de l'UDPS. Donc, secrétaire général d'un parti politique est au même pied d'égalité que le Premier ministre. Vous voyez, comment quelqu'un hier a bien géré l'UDPS, mais arrivé au pouvoir avec l'UDPS, on le place comme ministre de l'Intérieur, il ne sait quoi faire dans ces ministères-là. Donc, ça prouve à suffisance que tout nombre multiplié par Tshisekedi égale à 0. C'est la politique générale du gouvernement qui n'est pas bonne. Si vous demandez à M. Tshisekedi, d'abord sa vision, vous savez que le programme du gouvernement est issu de la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État se transforme en programme qui sera chapeauté par le Premier ministre. Et la vision du chef de l'État actuel, la vision du président Tshisekedi est bien connue. Laquelle? Les peuples d'abord.
Non, le peuple, c'est un slogan. Le peuple, d'abord, C'est c'est ce un qu'ils slogan. disent les gens de l'IDPS. Non, non, c'est un slogan. Il fallait maintenant transformer ces slogans-là en réalité. En fait, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il aurait fallu que le peuple soit au centre de sa gestion pour que nous parlions maintenant du peuple d'abord. C'est ce qui est le Mais cas aujourd'hui. Tshisekedi, arrivé au pouvoir, il met d'abord son intérêt ou ses intérêts avant que les intérêts du peuple. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez que le peuple d'abord devienne comme étant une politique? Non, c'est un slogan. Voilà pourquoi ici nous nous disons que président Tshisekedi a l'intérêt de tout faire pour nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pourquoi? Parce que il a déjà montré ses limites. Tout le monde sait que le président Tshisekedi, sa réflexion commence ici et ses limites là-bas. Tout le monde le sait. Alors, étant donné que Jacquemain Chabani se retrouve dans cet engrenage politique-là, ça sera que son échec. Donc ici, l'échec n'est pas l'échec de Jacquemain Chabani, mais c'est un échec de la politique générale du gouvernement. Parce qu'aucun secteur de la vie fonctionne normalement. Mais vous savez qu'hier, il a pu à Kinshasa juste pour 1 heure du temps. Mais Willery, c'était dans un état impraticable. Il fallait attendre 2 heures du temps pour passer sur Willery. Donc vous allez vous rendre compte que... Oui, Kinshasa est au bon calamité, mais donc vous allez vous rendre compte que Tshisekedi, c'est comme si quelqu'un qui n'avait pas reçu la bénédiction de son père avant de le succéder au parti et devenir président de la République. Donc, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous voyez même certaines têtes qu'on considérait comme des têtes pensantes arriver aux côtés de Tshisekedi. Ils ne foutent absolument rien. C'est à cause de ça. Parce que Tshisekedi lui-même n'a pas une vision. Lorsqu'un président n'a pas une vision, alors chaque ministre va maintenant faire ce qui lui semble bon. Et c'est ce que Jacquemain Chabani essaie de le faire. Mais c'est quelqu'un qui a été formé par Etienne Tshisekedi. Mais malheureusement, son président n'est pas quelqu'un qui a été préparé. Mais est-ce que dans tout, faudra-t-il inclure les présidents Tshisekedi? Faudra-t-il les concerner alors qu'on sait que les ministres sectoriels, ils ont l'amabilité de prendre des décisions, de mettre en place l'art politique, de bien travailler ou de ne pas bien travailler? En quoi le président Tshisekedi est-il responsable dans la façon de faire de Jacquemain Chabani aujourd'hui, que ce soit lui ou encore Daniel Bumba, qui est beaucoup acquise aujourd'hui? Le président Tshisekedi lui-même l'avait critiqué lors de son discours à la nation à la fin de l'année, de ne pas être à la hauteur des attributions lui confiées par la République en ce qui concerne la gestion des villes provinciales de Kinshasa. Mais si Daniel Bumba n'est pas à mesure de ses responsabilités, c'est l'UDPS qui a présenté Daniel Bumba comme candidat gouverneur ici à Kinshasa. Donc vous allez vous rendre compte que c'est l'UDPS qui pose problème dans notre pays. Président Tshisekedi, je vous ai dit ici, c'est la vision du chef de l'État qui se transforme en programme. Parce qu'aucun ministre ne peut venir avec ses intentions et commencer à diriger le pays avec ses intentions. C'est sur base d'un programme. Qu'est-ce qui a été programmé en ce qui concerne la sécurité dans notre pays? Qu'est-ce qui a été dit dans le programme gouvernemental pour la sécurisation du peuple congolais, pour la sécurisation de notre pays, pour la sécurisation de nos frontières? Qu'est-ce qui a été dit? Dès lors déjà que le programme gouvernemental n'est pas bon, en fait, aucun ministre sectoriel ne peut appliquer une bonne politique. Parce que lui ne fera qu'appliquer ce qui lui a été conféré, non seulement par l'ordonnance le nommant comme ministre, mais également l'ordonnance portant les attributions des ministres. Vous voyez? Donc, alors, lorsque déjà le président de la République lui-même n'a pas une vision, sa vision n'est pas connue. Hier, on nous disait que sa vision, c'est l'union sacrée. Si vous demandez l'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. Alors, chaque ministre, quand même que chaque ministre
serait responsable de son département. Mais avant que vous soyez responsable de votre département, il faudra qu'il y ait un programme gouvernemental cohérent. Lorsque le programme gouvernemental n'est pas cohérent, alors toutes les actions gouvernementales qui seront mises en place ne seront que des actions gouvernementales incohérentes. Et c'est ce que beaucoup de ministres sont aujourd'hui victimes. Sauf qu'ils n'ont pas le courage de démissionner, ils n'ont pas le courage de quitter le pouvoir parce que les Congolais n'aiment pas quitter le pouvoir. Quel conseil pouvez-vous donner à Jacquemain Chabani? Bon, en fait, d'abord, c'est à lui de prendre une décision. C'est que si c'était moi à sa place, j'allais démissionner. Si c'était moi à la place de Jacquemain Chabani, j'allais démissionner. Mais comme les Congolais aiment trop l'argent, surtout qu'il a fait beaucoup d'années dans l'opposition, pour lui, il se voit c'est une occasion à ne pas rater. Opportun de prendre son argent. Peut-être après, tu sais qu'il est au pouvoir, personne ne peut encore récupérer un seul membre de l'UDPS pour qu'en fait qu'il soit au gouvernement. Donc, même pas vous, Alliance pour les changements. Non, mais vous avez le pouvoir aujourd'hui, vous allez récupérer aucun membre de l'UDPS. Aucun membre de l'UDPS. Non plus Kabouya. On va récupérer qui? Mais il sait comment communiquer. Non. Kabouya, au sein du parti, c'était parlementaire debout. Oh. Je vous dis. Oh. Kabouya. C'est un président intérimaire. Non. Il a pris la place de Jean-Marc Kaboun. C'est ce que j'ai dit. Secrétaire général. C'est ce que j'ai dit. À l'UDPS, Augustin Kabouya, c'est le secrétaire général et le président AI. Vous voyez? Mais si maintenant Augustin Kabouya venait dans notre parti politique, sa fonction méritée, c'est d'être parlementaire debout. Oh. Ouais. C'est un homme intelligent. Il sait comment communiquer. Je ne sais pas quelle est sa communication dont vous faites allusion. Il fait des communications plusieurs fois. Devant au niveau de la 10e rue. Les militants de l'UDPS. Devant quel auditoire? Les militants de l'UDPS. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est devant les militants de l'UDPS que Kabouya parle. Et lorsqu'il parle, vous sentez vraiment qu'un monsieur vide. Voilà pourquoi je vous ai dit, Kabouya, au sein de notre parti politique, c'est un parlementaire debout. Il aura ses mégaphones pour commencer à véhiculer les enseignements du parti, mais pas assumer des fonctions, des hautes fonctions au sein du parti. Même Kaboun dit que Kabouya, c'est un monsieur vide, comme vous le dites. Mais Kaboun le sait très bien. Mais comment il a travaillé avec un monsieur vide? Non, écoutez, Kaboun couvrait les insuffisances de Kabouya. Oh. Lorsque Kaboun a quitté l'UDPS, c'est par là que les gens ont su ce qui représente Kabouya. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que Kabouya, c'était un monsieur un peu cohérent. Mais dès lors que Kaboun a quitté l'UDPS, Kabouya a pris les commandements. Mais vous voyez des contestations partout. D'ailleurs, au sein de l'UDPS, il est d'abord contesté. On le traite d'un monsieur moins intelligent. Là, au sein d'abord de l'UDPS. Et à plus forte raison que nous autres. Voilà pourquoi je vous ai dit, sa place au sein de l'Alliance pour le changement, c'est d'être un parlementaire debout. Et non un haut cadre du parti. Vous savez, aujourd'hui, vous critiquez les régimes Tshisekedi, les régimes que Kabound était aussi dedans avant de sortir. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup condamnent le président Tshisekedi d'avoir ramené Kagame ici, au stade de Martyrs. Tout à fait. Mais on ne peut pas oublier qu'à l'époque, quand Kagame est venu ici, c'est Kabound qui était le président intérimaire de l'UDPS. Oui. Kabound... En tenant son discours au stade des Martyrs, quand il disait « Excellence, excellence ». Donc, il s'adressait aussi à Kagame. Écoutez, Kagame n'était pas venu ici comme membre de l'UDPS, comme président de la République. Kagame n'était pas venu à Kinshasa sur invitation de l'UDPS. C'est sur invitation du président de la démocratie du Congo. De Félix Tshisekedi. Oui. Kagame n'était pas arrivé ici à l'UDPS par acclamation de l'UDPS, par acclamation de la présidence de la République démocratique du Congo. Non, Yonani, Oboya, Nani, Kagame. Voilà. C'était les militants de l'UDPS dirigés par Kabound. Voilà, là c'était des militants. Mais moi je parle... Dirigés par Kabound. Oui, moi je parle de l'arrivée du président Kagame sur le sol congolais. Mais les chansons là, invitation. Là, ça a engagé l'UDPS. Non, attends. La masse, la foule, on ne la gère pas. On n'éduque pas non plus la foule.
C'est sur base de ça que les militants de l'UDPS ont scandé Yonanoboya Kagame. Mais est-ce que vous avez entendu par la bouche de Kabound scander aussi Yonanoboya Kagame? Mais Tshisekedi applaudissait. Kabound n'applaudissait pas. D'ailleurs, Kabound était venu en retard ces jours-là. Vous savez le pourquoi? Kabound est arrivé déjà Kagame et au stade des martyrs avec Tshisekedi. Donc, Kabound a sa façon de voir les choses. D'ailleurs, je vous donne une information vraie. Vous pouvez demander même à ceux de l'UDPS. Kabound était contre la présence de Paul Kagame ici à Kinshasa. Ah bon? Il était contre. Voilà pourquoi il avait même promis à Tshisekedi de ne pas saluer. Lui, Kabound, ne va pas saluer Kagame. Et il n'avait pas salué Kagame, non. Ici au stade des martyrs. Même en coulisses. Même en coulisses. Est-ce que vous avez déjà vu la photo de Kabound avec Kagame serré la main? Mais on a vu des photos, Tshisekedi, Kagame en coulisses, on a vu des photos au niveau du stade des martyrs. On ne sait pas ce qui s'était passé en coulisses. Non. D'ailleurs, lorsque déjà l'image publique, ne fût-ce qu'une seule image, ne se voit pas, à plus forte raison que les images en coulisses. Pour Tshisekedi, il était trop souriant, il était content. Lorsque vous voyez encore ce monsieur ici, votre ministre de la communication ici, il a un selfie avec... l'homme du nouveau narratif. Non, quel est d'abord le narratif en question? Les poisons rwandais. Les poisons rwandais, c'est quoi? Mais les tout premiers poisons rwandais que le gouvernement a, c'est lui. Oh. Lui ne fait que relayer ce que dit Kagame. Il n'a jamais relayé ce que Tshisekedi dit. Mouyaya, c'est un poison rwandais. C'est un poison rwandais. Attends. Est-ce que vous avez déjà entendu Mouyaya communiquer sur le président Tshisekedi? Lui ne vient que répondre suite aux déclarations de Kagame. Lui ne répond pas suite aux déclarations du président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a sa porte-parole. Alors, si le président Tshisekedi a sa porte-parole, donc Mouyaya devient le porte-parole de Kagame. Donc vous voyez que mais au Congo, mais bien sûr, parce que vous dites que Tshisekedi... Pardon. Vous dites? Si Tshisekedi a sa porte-parole, Madame Tina Salama, pour relayer ses déclarations, ici au Congo, nous avons un porte-parole de Kagame qui s'appelle Mouyaya. Et c'est lui qui ne fait que relayer les informations de Kagame. Vous savez, lorsque Kagame a dit qu'il a des terres ici au Congo, qui était le premier à répondre à Kagame? C'est Mouyaya. Il n'a pas répondu à Kagame pour faire voir à Kagame que vous n'avez pas de terres, mais il a plutôt répondu à Kagame pour véhiculer le message de Kagame ici à Kinshasa, ici au Congo. Et les gens en parlent. Moi, personnellement, si j'étais président Tshisekedi, mais j'allais arrêter ces messieurs Mouyaya. Pourquoi faire la publicité de ce qu'a dit Kagame? Mouyaya, c'est un monsieur, je ne sais pas moi où... Attends, vous savez, hein, Kabila était médiocre. Mais Tshisekedi est 1000 fois médiocre que Kabila. Parce que Kabila ne pouvait pas faire de Mouyaya ne fût-ce qu'un directeur général. Mouyaya a tout fait pour devenir ne fût-ce que directeur général adjoint à l'époque de Kabila. Mais pour Kabila, c'était inconcevable de déplacer quelqu'un comme Mouyaya à une entreprise publique, quelqu'un comme DG ou DGA. Maintenant, Tshisekedi a fait de Mouyaya ministre de la communication. Donc, vous vous rendez compte là où le pays se trouve actuellement. Mouyaya, c'est le plus grand poison rwandais que le Congo n'a jamais connu. C'est une fabrication du Rwanda. Vous savez qu'à l'époque, Mouyaya, journaliste chez Raga, chez Raga. Vous savez que Mouyaya ne faisait que relayer les informations de Kagame. Oh, depuis longtemps. Depuis longtemps. À l'époque, Mouyaya, journaliste au niveau des Raga Télévision. Je vous dis, les images sont là. Je ne sais pas si Raga existe encore. Là, je ne sais pas. Mais vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier. Lorsqu'à l'époque, quand Etienne Tshisekedi est allé au Rwanda pour appeler le RCD de revenir au dialogue, mais Mouyaya a été le tout premier journaliste ici de relayer cette information-là. Et puis, il avait même dit que le Rwanda, c'est une terre promise le Rwanda, de l'Afrique.
Pardon? Le Rwanda, c'est une terre promise de l'Afrique. Là, c'est Mouyaya à l'époque. Mais je vous dis, attends. La terre promise. Oui. C'est Mouyaya qui disait ça. C'est Mouyaya qui disait ça. Je vous dis Mouyaya. Là, c'était en quelle année? C'est vers les années 2002-2003. Vers les années 2002-2003. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas ceci. Mais si vous vérifiez les bandes VHS de Raga à l'époque, vous allez voir ça. Est-ce que vous savez comment le monsieur est parachuté en politique? Parce qu'il recevait nous, les militants du Palou, gratuitement. Lui, Mouyaya. Il faisait quoi? Il recevait les militants du Palou sur son plateau gratuitement, sans pourtant payer. Vous Je vous dis. Sans pourtant payer. Sans pourtant payer. Parce qu'il était du Palou déjà. Non, il n'était pas du Palou. Il n'a jamais été du Palou. Il était un journaliste qui, je ne sais pas moi, il voulait toujours être en relation avec les politiques. Alors, comme à l'époque, son émission ne faisait pas vraiment, n'avait pas de l'audience dans l'opinion, il fallait maintenant recevoir certains acteurs politiques. Et il a commencé à recevoir des militants du Palou. Et ce sont les militants du Palou qui ont fait des Mouyaya ce qu'il est aujourd'hui. Et voilà pourquoi lorsque Gizenga est arrivé au pouvoir, Mayobo a pris Mouyaya comme étant conseiller dans la cellule de la communication qui est la primature. Il n'était même pas conseiller principal. Il est devenu conseiller principal après. Vous voyez? Donc, c'est un monsieur qui a parachuté en politique. Il n'a pas été préparé. Et arrivé là-bas, lorsque Gizenga est parti, il voit maintenant l'actuel VPM venir à la primature avec sa fille. Alors, il a tout fait pour être en relation amoureuse avec sa fille. En fait, de bénéficier des avantages. Oh! Je vous dis. Qu'est-ce que Mouyaya vous a fait? Non, attends. Il était tombé amoureux ou bien il a tout fait pour être en relation amoureuse? Non. Il a tout fait pour être amoureux de la fille du Premier ministre qui est aujourd'hui sa femme à qui je salue. La fille des Mouzitou. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a aimé sur base d'un intérêt et il a fait son calcul comme il faut. Il a réussi avec son calcul. Il a réussi sa vie. Donc, il n'a pas réussi sa vie parce qu'il a été préparé pour réussir, mais il a fraudé à la vie pour réussir la vie. Voilà au jour d'aujourd'hui, arrivé à la tête des grands ministères, zéro. Vous avez un problème avec Mouyaya? Non. Attends, l'autre. Vous savez, mon Dieu, moi, je n'ai aucun problème personnel. Ouais. Je vous dis ici, je n'ai pas un problème personnel avec Mouyaya. Mais c'est quelqu'un au moins que comment dirais-je, que je ne les reconnais pas comme tels. Vous voyez, lorsque beaucoup parlent de Mouyaya comme ministre de la communication le plus compétent, vous voulez comparer la communication de Mouyaya avec celle de Didier Moumengi? Prenez les deux ministres, mettons-le sur la balance. Vous allez voir comment Mouyaya va tomber. C'est un c'est vide. Vous savez, le pays maintenant traverse une situation difficile. Hein? Si Mouyaya était fort, comme Didier Moumengi à l'époque, la jeunesse congolaise allait adhérer à ces combats. Le peuple congolais allait adhérer dans ces combats. Le pays est agressé. Didier Moumengi n'avait pas attendu Mouzé pour mobiliser la jeunesse. Mais Mouyaya, rien que dans sa façon de parler. Il est même dans l'incapacité de mobiliser, soi-disant sa base, les Founa. C'est pas à Mouyaya de mobiliser la jeunesse. La jeunesse a un ministre. Aujourd'hui, non. Vous savez. Il y a un ministère de la jeunesse dans ces pays, aujourd'hui dirigé par madame, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Oui, mais. Poutino. Non, même à l'époque, il y avait aussi un ministre de la jeunesse. Mais ministre de la communication. Parce que, en fait, c'est Didier Moumengi qui était venu avec le narratif de la guerre, disons, la communication comme cinquième pouvoir. C'est Didier Moumengi. Parce que pour Didier Moumengi, si vous savez communiquer, okay, votre communication va atteindre des milliers de personnes.
Didier Moumengi n'a pas attendu Musée. Didier Moumengi était dans l'obligation en tenue militaire de mobiliser la jeunesse. Il a non seulement mobilisé la jeunesse, mais Didier Moumengi, comme ministre de la Communication, est allé voir son ministre de la Culture et Arts pour enfin mobiliser aussi les musiciens ainsi que nos comédiens. On a connu à l'époque des chansons patriotiques comme Tokufapo Nekolo. Mais actuellement, les Congolais meurent. Aucune chanson patriotique. Les Congolais meurent. Aucune communication forte de la part de Mouyaya. Maintenant, vous voulez comparer ces messieurs avec qui? La communication de Mouyaya est basée sur quoi aujourd'hui? Sur un vide. Sur quoi? Lui ne fait que relayer ce que dit Kagame. Donc, c'est une communication basée sur Kagame. Sur le poison rwandais. Pardon? Mouyaya, sa communication est basée sur Kagame. C'est ça. Lui, en tant que Kagame, ces derniers temps, Kagame ne parle plus. Hein. Lui aussi, il est silencieux. Vous allez voir quand Kagame va parler. Or, le ministre de la Communication doit communiquer chaque jour pour le pays. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme ça, et puis vous le nommez comme ministre? Attends, moi, dans mes pires rêves, je ne pouvais pas imaginer un jour Mouyaya serait ministre dans ce pays. Parce que nous connaissons les messieurs. Nous connaissons les messieurs. Lorsque lui, à l'époque, conseiller principal à la primature, à la communication, c'est lui qui tenait la communication des musiques après avoir profité. Gekoko, s'il vous plaît, Gekoko a vilipendé Mouzitou. Pourquoi lui ne parlait pas? Parce qu'il était faible dans la communication. Et tout le monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens parlent toujours que Mouzitou a 1000 maisons, 10 000 maisons. À cause d'une fausse communication qui n'a jamais été contredite par Mouyaya, que les Congolais continuent à croire. Vous pouvez démentir cette communication de Gekoko à l'époque pour Mouzitou, parce que vous aussi, vous avez travaillé avec Mouzitou. Non, c'était pas mon rôle. C'était pas mon rôle, s'il vous plaît. Là, on parlait, c'était pas mon rôle. Aujourd'hui, je ne parle pas à l'époque, aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. S'il faut revenir à la réalité. Non, à la 1000 maisons de Mouzitou. Non, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Mouzitou n'a pas 1000 maisons. Non, c'est faux. Vous confirmez ici que Mouzitou n'a pas 1000 maisons comme Gekoko le disait? Non, c'est faux. C'est faux. Gekoko le faisait dans l'intention de nuire à Mouzitou. Et que faisait maintenant le conseil principal à la communication? Mouyaya. Bouche bée. Il ne parlait même pas. Il avait peur de se mettre même en face des acteurs politiques. C'était une affaire privée. Non, ce n'était pas une affaire privée. Attends, on insulte votre chef et vous dites que c'est une affaire privée. Il fallait attendre les autres, il fallait attendre Steve. Tu vois? Oui. Pour enfin balayer ce qui a été dit par Gekoko. Mais malgré ça, les Congolais ont cru à ça et continuent encore de croire à tout ce qu'a dit Kagame. Or, c'est faux. Disons, Gekoko. Or, c'est faux. Parce que Gekoko était en face d'un mort en communication. Mouyaya. Si aujourd'hui, il prend quand même le courage, parce qu'il ne fait que relayer le message de son papa politique qui est Kagame. Le papa politique de Mouyaya, c'est qui? C'est Paul Kagame. Attends, ce que je vous dis, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas le mensonge. Vous savez que, pas la francophonie, il y avait une activité ici, la festivité de l'indépendance en 2010, lorsque le monsieur ici, le président français Sarkozy est arrivé. Il y avait beaucoup de présidents qui étaient ici. Hein. Même Paul Kagame était ici. Mouyaya avait pris la photo qu'avec Kagame. Oui, c'était sur le triomphal. Je vous dis, nous étions là. Mais récemment aussi, il a pris une photo avec Kagame. Je vous dis, lui, son maître. C'est dans ses habitudes. Oh là là. Oh. Donc oui, il adore prendre des photos avec Kagame. Attends, son idole, son maître, c'est Kagame. Il est avec Tshisekedi.
Parce que Tshisekedi est au pouvoir. Lorsque demain Tshisekedi quittera le pouvoir, Mouyaya va aussi quitter Tshisekedi et il va même insulter Tshisekedi. Vous allez voir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il insulte Kabila, non? Mais il ne sait pas que si lui a profité de certains avantages qu'il a aujourd'hui, c'est parce que Kabila avait nommé Mouzito comme Premier ministre. Méthode de l'école primaire. Si on vous demandait aujourd'hui d'acquiser Mouyaya chez le président Tshisekedi, oui. vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi au président Tshisekedi? Mouyaya, c'est un produit rwandais. Dites, adressez-vous un message au président Tshisekedi concernant Mouyaya. Non, écoutez, président Tshisekedi, en fait, avec président Tshisekedi, je ne sais pas si vraiment c'est l'homme de la situation du pays. Moi, je ne crois pas. Président Tshisekedi, si vous aimez les Congolais, il faut faire partir Mouyaya parce que c'est un produit rwandais. Il n'est pas rwandais de nationalité, mais c'est un rwandais par la mentalité. Vous savez que Mouyaya est vite, hein? Il est trop réservé. Il est trop réservé. Il évite d'être en contact permanent avec les autres. C'est comme aussi les Rwandais. Nous, on a étudié avec les Rwandais, hein, à l'UNIKIN à l'époque. Le Rwandais ne se parlait qu'entre eux. Le Rwandais étudiait qu'entre eux. Alors nous, maintenant, on ne comprenait pas leur philosophie. Et quand maintenant je vois les comportements de Mouyaya avec le Rwandais avec qui on a étudié, c'est le même comportement. Voilà pourquoi ici je demande au président Tshisekedi de nous faire partir ces messieurs à la tête de la communication du pays. Parce qu'il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Allez à la RTNC, vous allez trouver les cadavres sur le placard de Mouyaya. Allez à la RTNC. Pardon? Allez à la RTNC. Vous allez trouver les morts sur le placard de Mouyaya. Vous allez regretter. Je crois on va faire une émission. Je reviendrai avec des détails et des éléments que comment Mouyaya est en train de détruire la RTNC. Ah bon? Mouyaya est en train de détruire la RTNC. Détruire la RTNC comme pas possible. Avec son nouveau narratif. Mais c'est un narratif rwandais. Lui, en fait, il a un comportement de Rwandais. Je vous donne un fait vrai. Vous connaissez sa maison de Bandal, non? Aussitôt arrivé... Il a une maison à Bandal. Mais c'est là où il habitait, avec sa femme. Il habite encore là ou bien il habitait? Je ne sais pas si il habite encore, mais il habitait. Aussitôt arrivé, aussitôt nommé ministre de la Communication, il a démoli la maison. Et pourtant, cette maison-là était aussi une très bonne maison. Une très belle maison. Parce que je connais la maison. Vous êtes déjà entré à l'intérieur? Mais, écoutez. Donc vous êtes un ancien collaborateur de Mouyaya? Non, écoutez. Moi, j'ai collaboré avec le beau-père de Mouyaya. Mouyaya ne peut pas être mon collaborateur. Mais bien sûr. Lorsque nous, on parlait avec Mouzito, si Mouyaya est venu, Mouyaya restait devant la porte. Il fallait attendre jusqu'à ce que nous allons finir avec Mouzito pour qu'il lui entre parler des problèmes familiales. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la maison de Mouyaya? Non, écoutez, mais son beau-père partait là-bas, non? Son beau-père partait là-bas. Vous êtes parti un jour avec son beau-père? Son beau-père partait là-bas. Son beau-père partait là-bas. Mais il a démoli la maison. Il est en train de construire cette nouvelle maison. Avec quel argent? Il est payé par la République. Il est payé, attends, il est payé. Il a combien comme salaire? Vous savez, cette maison-là peut coûter combien? Écoutez, prenez vos caméras. Va à Bandal. Va à Bandal. Va à Bandal, vous allez voir. Et pendant qu'il est en train de construire, à un moment donné, il avait barricadé cette route-là. Parce qu'il fallait à tout moment transformer les bétons, il fallait faire ceci, il fallait, je ne sais pas moi comment les ingénieurs font. Alors, à tout moment, cette route-là était impraticable. Donc, ce monsieur a détruit la RTNC. A détruit la RTNC.
Président Tshisekedi, il est temps. Il fait partie de ces messieurs-là. Alors, Maître Arnold, on va terminer avec les dialogues. Aujourd'hui, c'est une question importante où tout le monde commente. Vous avez suivi même Monseigneur Donatien Cholet avec Eric Nsenga, respectivement secrétaire de la CENCO et de l'ECC depuis les États-Unis, qui sont encore revenus sur la nécessité d'organiser les dialogues inclusifs ici entre les Congolais, mais aussi ils soutiennent cette idée que ces dialogues doivent être organisés à l'extérieur pour raison de sécurité, mais du côté du président Tshisekedi, on parle que le président Tshisekedi de lui-même n'a pas la volonté d'organiser ces dialogues. Il a donné ces conditions. Il était récemment au niveau de l'Angola. Je parlais de ça au rythme de cette émission, que certains opposants doivent faire les tours du côté de l'Angola justement pour en termes de recevoir les invitations auprès du président angolais pour le dialogue. Quelle est votre opinion en ce qui concerne les dialogues aujourd'hui, en ce qui concerne la position du président Tshisekedi, les conditions qu'il a données pour que les dialogues soient organisés? Non, moi je ne peux pas donner la position de Tshisekedi, je donne la position de Jean-Marc Kabound. Okay. Quelle est la position de Jean-Marc Kabound? Le président Jean-Marc Kabound, si Tshisekedi avait écouté depuis longtemps nos propositions, Goma Bukavu ne serait pas entre les mains du M23. Le président Kabound avait proposé déjà à l'époque un dialogue à deux niveaux. Le dialogue international, ainsi que le dialogue national et inclusif. Dans les dialogues internationaux, le président Jean-Marc Kabound demandait à ce que la RDC puisse parler avec tous ses pays voisins. Parce que le Rwanda n'est pas le seul. Le Rwanda a au moins 13 millions d'habitants. Tandis que rien que la ville de Kinshasa, rien que la ville de Kinshasa a au moins 18 millions d'habitants. Donc c'est pour dire que rien que la ville de Kinshasa, la ville est plus grande que le Rwanda, le pays. Même le parti qui est engagé aujourd'hui, tout à fait, plus grand que le Rwanda. Tout à fait. Donc vous allez vous rendre compte que le Rwanda n'est pas le seul. Toutes les familles des rebelles sont hébergées où? En Ouganda. Nanga lui-même a dit que nous collaborons pas seulement avec le Rwanda, mais nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Non seulement avec l'Ouganda, avec la plupart de nos pays voisins. L'Ouganda que le gouvernement congolais n'a jamais condamné publiquement ou bien inclus dans cette histoire d'agression. Voilà. Or, le président Kabound, comme visionnaire, avait déjà demandé à ce que la RDC puisse prendre langue avec ses 9 voisins. Mais tu sais qu'il a préféré que de parler avec le Rwanda à Washington pour enfin signer les certificats de décès de la nation congolaise. Ils ont signé les certificats de décès. Pardon? Le président Tshisekedi a préféré dialoguer avec le Rwanda à Washington. Et aux États-Unis, ils ont signé les certificats de décès de la nation congolaise. Donc la RDC est morte. C'est que vous appelez accord de paix. La RDC est une nation morte. Non, mais la RDC pour le moment, c'est une nation morte. Vous savez le pourquoi? Parce que notre souveraineté est vendue par les extrémistes, par ceux-là qui n'ont rien à donner encore à la République, à l'occurrence M. Tshisekedi, ainsi que ces bandes des extrémistes. Vous voyez? Et Trump, s'il vous plaît. Trump a appelé Tshisekedi qui? Un courageux. Or, le Congo n'a pas besoin de courageux. Un président qui appelle sur le malheur président courageux. Or, le Congo n'a pas besoin d'un courageux à sa tête. Le Congo a besoin d'un homme intelligent à sa tête. Lorsque Poutine avait appelé Trump d'un courageux, mais Trump avait réagi directement. Mais ici, les communicateurs de l'UDPS ainsi que de l'Union sacrée acceptent qu'on appelle le président Tshisekedi comme étant un courageux. Or, le Congo a besoin de méritocrates. Le Congo a besoin des intelligences pour gérer le pays et non des courageux. Les courageux avec leur système de chancelier Kopamba doivent d'abord quitter ces pays et laisser les intelligences servir le pays. Voilà pourquoi déjà, le président Kabound avait compris que aux États-Unis d'Amérique, rien de bon pourrait sortir de là. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait parler d'un dialogue régional. Mais Tshisekedi a préféré de parler seul avec le Rwanda. Ça nous a amené quoi? 2 jours après, Uvira a été tombé. Après ce dialogue, le président Kabound avait proposé le dialogue national, interne et inclusif entre Congolais.
Mais tu sais qu'à l'époque avait dit, niet, je ne peux pas négocier avec ces gens-là. Mais à Doha, ils font quoi? Ils négocient. Cette hypocrisie-là de Tshisekedi ne met pas le pays dans une bonne posture politique et internationale. Président Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, lui ne comprend pas que la crise, elle est sécuritaire. Président Tshisekedi ne comprend pas que la crise sécuritaire pourrait engendrer autrement. Dès lors que le président Tshisekedi ne comprend pas la nature de la crise qu'on a aujourd'hui, donc le pays ne va pas trouver la solution. Et voilà pourquoi nous, Alliance pour le changement, on a refusé les monologues que Tshisekedi voulait convoquer. Nous voulons un dialogue. Parce que Tshisekedi voulait convoquer un dialogue selon lui et autour des chefs des institutions de ces pays. Écoutez, le président Tshisekedi doit savoir que il n'a jamais reçu, il n'a jamais bénéficié de la légitimité depuis qu'il est au pouvoir. De 2018 à nos jours, les institutions du pays ne sont pas légitimes au vrai sens du terme. Nous avions connu des élections chaotiques dans ces pays. En 2023, n'en parlons même pas. Les élections, on a connu plutôt les élections pendant 7 jours. Voilà pourquoi le président Kabound a dit, le monologue que Tshisekedi voulait emprunter, ce n'est pas un bon chemin. Il faut un dialogue national et inclusif. Nous avons notre cahier de charges que nous allions présenter au moment opportun. Notre cahier de charges se résume à ces 3 points. Le premier point de notre cahier de charges, on ne peut pas toucher à la souveraineté de notre pays. On ne peut pas toucher à l'intégrité territoriale de notre pays. Et enfin, on ne peut pas violer non plus la Constitution. C'est ça le résumé de notre cahier de charges. Or, tu sais qu'il veut violer la Constitution. Mais pourquoi quelqu'un qui veut violer la Constitution, il veut nous appeler à un dialogue autour de lui. Et d'ailleurs, ici, je comprends vraiment que tu sais qu'il n'est entouré que des illettrés constitutionnels. Parce que si tu sais qu'il n'était pas entouré des illettrés constitutionnels, il n'allait pas faire cette communication-là. Il dit que le dialogue va se faire autour des institutions. Mais lui ne sait pas que le dialogue échappe au contrôle constitutionnel. Le dialogue n'est pas prévu dans la Constitution. Comment vous voulez que les institutions constitutionnellement prévues chapeautent un dialogue qui ne cadre pas avec notre Constitution? Voilà les illettrés constitutionnels dont j'ai toujours dit, dont j'ai toujours parlé. Alors, les illettrés veulent nous amener, je dis bien les illettrés constitutionnels veulent nous amener à une violation de la Constitution. Non, écoutez. Pacte Sud Servianda, c'était principe du taux international. Qui veut dire? Les accords sont signés et exécutés de bonne foi entre parties. Pour parler d'un accord, il faut qu'il y ait un conflit. Et il y a un conflit. Conflit entre qui et qui? Entre le gouvernement, entre le pouvoir de Tshisekedi, l'opposition ainsi que la rébellion. Alors, le pouvoir ne peut pas se mettre au devant de nous pour être jugé parti. Le gouvernement de Tshisekedi, c'est une partie au conflit. Et il doit l'accepter comme tel. Voilà pourquoi Alliance pour le changement exige une médiation neutre. Pas la médiation de Tshisekedi, parce que lui-même n'est pas médiateur. Lui-même, c'est une partie au conflit. Comme Tshisekedi à l'époque, on refusait la médiation de Kabila avec Eden Kojo. Mais bien sûr. Qui les papiers tiennent qualifié d'un grand kabiliste. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hier, Tshisekedi a refusé que Kabila convoque les dialogues. Pourquoi nous accepterions-nous disons, le dialogue convoqué par Tshisekedi? Nous allons combattre ça. Et d'ailleurs, lui-même vient encore de se réuniffer. Après sa communication, il est allé en Angola, rencontrer le président angolais, président togolais, ainsi que l'ancien président nigérien, Obasanjo. Ici à Kinshasa, Tshisekedi dit une chose,
À l'étranger, il dit le contraire. On ne comprend pas le narratif qu'a Tshisekedi. Si Tshisekedi veut le dialogue va se faire par un médiateur neutre et international. D'ailleurs, le médiateur est déjà choisi par une résolution de l'Union africaine. Et Tshisekedi sait que ce n'est pas lui qui va convoquer les dialogues. Maintenant, pour faire plaisir à sa femme à la maison, il dit que non, je vais convoquer les dialogues. Vous allez convoquer les dialogues en vertu de quoi? Parce que la Constitution ne prévoit pas que le président de la République convoque les dialogues. Il va le faire garant de la nation. Qui peut l'interdire, lui, garant de la nation, de convoquer les dialogues? Mais c'est la Constitution. Parce que ça échappe au contrôle constitutionnel. Lorsque déjà que lui dit que c'est lui qui va convoquer les dialogues, ça prouve qu'il n'est qu'entouré des illettrés constitutionnels. Et les illettrés constitutionnels autour de Tshisekedi doivent faire très attention. Vous savez, aujourd'hui, hein, on en parle parce que Tshisekedi est encore dans son mandat. Que Tshisekedi arrive en 2028 sans un accord politique, vous allez voir si Tshisekedi va rester au pouvoir. Vous menacez le président de la République? Mais je vous dis, il ne va pas rester au pouvoir. Là, si le président Kaboun va tarder de s'autoproclamer comme président de la République, moi, je vais m'autoproclamer comme président de la République. Vous? Je l'ai dit. J'ai dit bien président en 2028. Oh, je l'ai dit bien. Parce qu'en 2028, Tshisekedi sera illégitime. En 2028, Tshisekedi sera illégitime. Donc, vous allez appeler les médias, vous faites comme Papa Etienne à l'époque. Non, pas comme Papa Etienne. Papa Etienne faisait ses déclarations pendant que Kabila était encore légitime. Vous voyez? Mais moi, je parle au-delà du mandat. C'est-à-dire, arrivé en 2028, Tshisekedi n'a pas organisé les élections. Mais il va rester en vertu de quoi? Là, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution, qui me donne, moi, la possibilité de faire échec à un individu ou un groupe d'individus qui fait prendre le pouvoir par la force. Pour prendre le pouvoir par la force, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir par la voie militaire, hein, ou par un coup d'état militaire, non. Mais par la violation de la Constitution aussi. C'est aussi parce que actuellement, la violation de la Constitution constitue un coup d'état. Actuellement, lorsque vous violez la Constitution, ça constitue un coup d'état. Et Tshisekedi a déjà violé la Constitution? Plusieurs fois. Mais Tshisekedi a déjà fait plusieurs coups d'état constitutionnels dans ces pays. Ah bon? Oui. Lorsqu'il a voulu changer la Constitution, il allait le faire par quel mécanisme? Lui, garant de la nation. Ah, voilà. Qui pouvait l'interdire? Donc, par un coup d'état constitutionnel. Alors, moi, j'ai dit ceci. Tshisekedi ne blague pas. Arrivé en 2028, s'il n'y a pas un compromis, ou soit arrivé en 2027, si Tshisekedi accepte les dialogues tels que nous voulons, aujourd'hui, en 2026, si Tshisekedi va l'accepter en 2027, personne ne va accepter de dialoguer encore avec Tshisekedi. Là, on va demander à Tshisekedi de terminer son mandat une année après de organiser les élections. Donc, en 2028, dans le délai constitutionnel, Tshisekedi sera dans l'obligation de organiser les élections. S'il ne le fait pas, parce qu'il avait prêté serment pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, il n'a pas su le faire. Donc, il ne peut pas se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Il avait prêté serment pour protéger les Congolais. Les Congolais meurent à l'Est, mais lui préfère voyager. Lui préfère faire ses tours du monde pendant que les Congolais meurent. Voilà pourquoi ici nous nous disons que si en 2028, il n'y a pas eu élection et que Tshisekedi passe le délai constitutionnel, si président Kaboun ne va pas s'autoproclamer comme président de la République, moi je le ferai à sa place. Futur opposant président. Mais là je vous l'ai dit. Si président Kaboun, je dis bien, si président Kaboun ne le fait pas dans le délai constitutionnel, parce que lorsque on dépasse les mandats, nous sommes dans la violation, nous sommes dans l'illégitimité. Or, nous étions battus dans ces pays pour avoir un pouvoir légitime. Étant donné que la légitimité précède la légalité, eh bien, le président légitime
doit être investi. Si le président légitime n'est pas investi par un coup d'État constitutionnel de Tshisekedi, nous allons nous autoproclamer. Voilà pourquoi je vous ai dit, si le président Kaboun va tarder de le faire, moi je le ferai. Vous concluez l'émission, maître. Pour conclure, vous savez que d'ailleurs on n'a pas abordé le sujet des vrais lumumbistes. J'ai conclu à ça. Mouyaya, c'est un vrai lumumbiste. Non, écoutez, Daïlou Mouyaya n'a jamais été lumumbiste. Il n'a pas été formé par Gizenga, comme nous autres. Moi j'ai été formé par Gizenga. Mouyaya n'était pas formé par Gizenga. Si vous demandez à Mouyaya quels sont les documents de la formation politique au sein du PALU, il ne le saura pas. Vous concluez. Il ne le saura pas. Ici, je dis ceci. Aucun lumumbiste ne peut accepter de travailler avec Tshisekedi. Je dis bien aucun lumumbiste. Tous les assoiffés du pouvoir que vous voyez, au nom de Lumumba, aux côtés de Tshisekedi, ils le font pour bénéficier des avantages politiques au nom de Lumumba. Mais ils ne sont pas des lumumbistes. Un vrai lumumbiste ne peut pas collaborer ou soit rester dans un pouvoir où le peuple n'est pas au centre de sa gestion. Parce que le PALU s'est battu. Antoine Gizenga s'est battu pour valoriser le peuple congolais. Antoine Gizenga s'est battu pour la dignité du Congolais. Antoine Gizenga s'est battu pour la bonne gouvernance. Antoine Gizenga ne s'est pas battu pour l'enrichissement illicite. Ceux qui s'enrichissent illicitement au nom de Gizenga ou de Lumumba doivent cesser. Ces gens-là risqueront de venir. Ils risqueront de revenir et puis commencer à tuer tous ceux qui se disent des faux lumumbistes. Aucun lumumbiste, je vous dis bien, ne peut travailler avec Tshisekedi. D'abord pour deux raisons. La première des raisons. Nous, le PALU, on a toujours accusé Etienne Tshisekedi comme complice de la mort de Lumumba. Ce sont les enseignements reçus par Antoine Gizenga. Antoine Gizenga m'a dit, avec les preuves à l'appui, la lettre de Tshisekedi comme commissaire général adjoint à l'intérieur, où il avait écrit au roi Moulopoué en disant que je viens de vous envoyer les colis, les crapauds. Donc il a traité Lumumba de crapaud dans sa lettre. Et moi, lumumbiste convaincu et pantaté, après avoir bénéficié des enseignements d'Antoine Gizenga, je ne peux pas travailler avec Etienne Tshisekedi. Deuxième raison, on conclut par là. Deuxième raison. Antoine Gizenga s'est battu dans ce pays pour la démocratie et la vraie. Voilà pourquoi à l'époque au Palou on disait pouvoir au peuple, nani mokonzi peuple. On avait encore une chanson fétiche. Biso tokotuna liwa ya Lumumba. On disait à qui? Etienne Tshisekedi. Alors, aujourd'hui, des faux lumumbistes, encore que je vois un débat entre Manzenga ainsi que Makiashi. Ils se disent des lumumbistes. Attends, les deux là, personne n'est lumumbiste. Makiashi est venu au Palou en 2007. Il était membre du RC de quelques avantages parce que il était proche de la famille de la femme de Gizenga. Manzenga est venu après 2012 parce que il était qui? Il était candidat en 2011 à l'ARC chez Olivier Kamitatou. Alors, des faux lumumbistes aujourd'hui, ils bénéficient des avantages au nom de Gizenga et Lumumba. Ils doivent cesser. Les vrais lumumbistes, d'ailleurs, j'avais même écrit à Adolphe Mouzitou. Si vous êtes vraiment un vrai lumumbiste, veuillez démissionner de vos fonctions. Alors,
Ça va Kinzenga lelo songa be politique Zonga bolé, zonga. Mais c'est Je ça, m'en nos souviens chansons. de cette chanson, on Mais était bien encore sûr, petits. mais Merci. écoutez, je ne suis pas un Congo, je ne suis pas un Congo, mais je connais toutes les chansons du Balou Anti-Congo. C'est la Ouais. fin de cette émission. Maître Momolo, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Je Merci rappelle que vous beaucoup. êtes directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques, le président Jean-Marc Aboum, donc président de l'Alliance pour l'échange droit. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à toutes nos questions. Merci également pour votre invitation. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Que vive la République!